Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Girl Talk. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie non pas d'une, mais de deux femmes exceptionnelles, Véronique Rodary et Clémence Tarby. Bonjour à toutes les deux. Est-ce qu'on peut commencer, avant de parler de votre parcours, de votre place au sein de l'INSEC, vous présenter? Donc Véro, je te laisse l'honneur de commencer. L'honneur aux anciennes. Alors, je suis donc Véronique Rodary, je suis la directrice des études des masters sur le campus de Chambéry. Et donc Clémence Tarby, directrice d'études bachelor et BTS sur le campus de Chambéry. Du coup, vous êtes toutes les deux quand même à la tête de formations qui forment les leaders de demain. Attention, très très beau mot. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être aujourd'hui directrice et comment est-ce que vous le signifiez dans votre parcours? J'y vais. Oui, si tu veux. Tu parles là de leader. Je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de montrer une direction à nos étudiants, que ce soit par des contenus et des compétences techniques, mais aussi par du travail de savoir-être, développer de la curiosité. Donc, c'est de dire comment est-ce qu'on prépare nos étudiants à aller sur le marché du travail pour que ce soit des étudiants, eux, épanouis et des entreprises qui ont envie de faire appel à nos étudiants. Donc, cette notion de leadership, elle se retrouve quand on est, je pense, à la direction des études, dans comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ce qu'on puisse proposer à nos étudiants aille dans ce sens-là et comment peut-être nous-mêmes on se dit dans quelle mesure ma façon d'être, ma façon d'interagir avec les étudiants peut être potentiellement inspirant, c'est peut-être un peu ambitieux comme mot, mais en tout cas de se dire qu'on donne une direction, qu'on essaie effectivement d'amener nos étudiants vers des valeurs de la curiosité, du savoir-être, indépendamment des compétences techniques qu'ils vont pouvoir acquérir au long de leur formation ici. Alors donc, je rejoins Clémence. En complément, donc les masters, on va dire qu'ils arrivent chronologiquement après les bachelors dans leur évolution et dans leur professionnalisation. Donc le rôle, c'est alors pour le coup de leur apporter des compétences, des spécificités par rapport à des métiers, mais surtout de continuer à les accompagner dans la posture, comment trouver leur place dans les entreprises. Comment faire fi de beaucoup d'a priori, de préjugés qu'il peut y avoir sur cette fameuse génération des jeunes, à défaut pas toujours justifiée, mais en même temps trouver ce juste équilibre pour qu'une cohabitation soit optimum entre entreprises et apprenants. Donc c'est ça pour moi la professionnalisation, c'est les accompagner dans l'insertion de l'entreprise, dans leur épanouissement aussi. Comme je dis toujours, vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de vous tromper, mais le tout c'est de le faire en connaissance de cause et de pouvoir rectifier la barre et que vous soyez à la sortie de vos études dans l'entreprise où vous rêvez d'être et vous allez vous investir et vous épanouir. Est-ce que tout au long de votre parcours, vous avez eu des résistances face au fait que vous étiez des femmes? J'y vais. Vas-y. Tout au long de mon parcours où ça commence à faire un petit paquet d'années maintenant que je travaille, j'ai pas toujours été à un poste de direction parce que ça aussi c'est quelque chose qui est possible avec le temps, avec l'expérience qu'on se forge. Donc moi j'ai d'abord été en école de commerce enseignant-chercheur, donc j'ai poussé mes études en doctorat d'économie, milieu dans lequel il y a plutôt des hommes, beaucoup d'hommes, enfin une majorité d'hommes, en tout cas dans mon parcours, ça s'est traduit comme ça. Un directeur de thèse masculin, une équipe, beaucoup d'hommes. Essuyer quelques réflexions qui permettent de se dire que si on est là, c'est sûrement parce qu'on a un joli sourire, ça c'est certain. J'en ai eu quelques-unes, des réflexions comme ça. C'est peut-être aussi ce qui, malheureusement, me rend plus forte pour se dire, je vais y arriver encore plus. Et tu parlais de maternité, donc j'ai 3 enfants, ce qui a fait que j'ai eu 3 interruptions dans ma carrière pour le temps, évidemment, de ce congé maternité. Ça a toujours été plutôt bien accueilli. Même si au 3e congé, comme il est beaucoup plus long, pareil, on retrouve des petits commentaires de cette chance d'avoir 6 mois de vacances, alors que bien sûr, ce n'est pas des vacances, tout sauf des vacances. Après, ça ne m'a jamais bloquée dans ma progression professionnelle, et je pense qu'inconsciemment, je me suis aussi mise une pression supplémentaire de me dire qu'en revenant de chaque congé maternité, il fallait que je confirme bien à tous ceux qui étaient autour de moi que, ok, j'ai pas été là quelques mois, mais alors par contre, je vais redoubler peut-être d'énergie. C'est pas forcément conscientisé quand on le fait, mais avec le recul, il y a cette espèce d'envie de se dire qu'être une femme n'est pas un handicap, et donc on va mettre peut-être un peu les bouchées doubles. Après, de résistance sur le parcours, non, mais effectivement, essuyer quelques remarques. Diverses et variées sur le fait qu'être une femme, c'est pas toujours attendu à ces postes-là, ou en tout cas
parce qu'on l'a mérité et pas parce qu'il faut mettre des femmes sur un quota précis qui fait qu'on est là parce qu'il fallait 50% de femmes, voilà. Alors moi, je suis un petit peu plus âgée, mais à peine, que À Clémence, peine. à peine. Donc bien sûr que j'ai été confrontée à ce genre de problème dans ma carrière. Le premier, ça a été... donc moi, j'étais dans un milieu où j'ai évolué, le milieu de l'industrie. Je travaillais dans un grand groupe d'électroménager, le groupe SEB. Donc basé à Rumi, Tefal, grosse industrie. Donc j'ai commencé comme attachée commerciale. Donc ça, on va dire qu'à peu près, on va dire, il n'y avait pas trop de jalousie à cette époque-là entre hommes-femmes. Et ensuite, j'ai évolué. J'ai exprimé le souhait d'évoluer pour des raisons complètement personnelles d'évolution de carrière. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir les exprimer, mes souhaits, assez tôt, puisque j'ai été nommée responsable grand compte à l'époque dans un grand groupe. C'était la première femme responsable grand compte, donc avec ce challenge à relever, mais en même temps des hommes bienveillants comme supérieurs qui ont dit on va donner sa chance au produit, n'est-ce pas? Donc on va essayer une femme à ce poste-là, ce qui d'ailleurs s'est avéré être des bonnes décisions, puisque une femme en centrale d'achat, ça a surpris beaucoup d'acheteurs de la grande distribution à l'époque, et il y avait effectivement beaucoup moins de rivalité homme-homme. Vous voyez la rivalité des coqs, en mettant une femme en face, ils étaient beaucoup moins dans l'agression, ou en tout cas différemment. Et puis après, c'est toujours faire son job, prouver qu'effectivement, on est aux attendus. Quand je devais donner, entre guillemets, des conseils ou des tips à la génération qui arrive et à vous toutes, c'est toujours affirmer, exprimer sa volonté, sans jamais se mettre en mode parce que je suis une femme, ceci. Non, en fait, il n'y a pas de différence. Un homme et une femme, c'est la même chose. On a des compétences qui sont équivalentes, on a des qualités, on a des atouts que n'ont pas les hommes et inversement. Donc, savoir s'affirmer par rapport à ça, partir du principe qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il ne doit pas y en avoir. Et puis bien sûr, il y a des anecdotes. J'ai eu 2 enfants qui étaient assez rapprochés, 13 mois d'écart. Donc, ce qui veut dire que j'ai été congé maternité, revenue très peu, le temps d'annoncer que j'étais enceinte, repartie et revenue derrière. Et effectivement, j'ai eu droit à tu es foutu, tu ne reviendras jamais, ta carrière est derrière toi, c'est mort. Et contre toute attente, je suis revenue, tel le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai repris mon poste. Bien sûr qu'un an d'absence pratiquement mis bout à bout, c'est compliqué. Surtout quand on a des postes à responsabilité. Il faut savoir ce qui s'est passé l'année d'avant, ce qui va arriver l'année d'après. Donc, ça fait un trou. Ça fait un petit peu plus de job. Mais j'ai réussi et j'ai eu la chance quand même d'être la seule femme à avoir les 2 plus gros comptes de la société quelques années plus tard. Donc, des petites revanches féminines. Ce que j'allais dire, une très très belle revanche. Et vous êtes toutes les 2 une représentation du pouvoir pour les étudiantes. On a un petit peu peur de toi. Et vous ne devriez pas, en plus. Attention, oui, parce que c'est toujours ma directrice, alors attention. Et tu donnais des conseils tout à l'heure. Tu as donné un conseil qui était un très 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 bon conseil. Et justement, j'allais vous demander, est-ce que tu aurais des conseils, des choses à dire? Par exemple, oui, j'aurais aimé qu'on me dise ça plus tôt dans ma carrière. Je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est de dire aux gens, aux femmes, d'aller là où on ne les attend pas. Parce que forcément, ça surprendra et puis ça ne fera qu'encourager le côté en fait, on y va, on avance et sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté de surtout pas se complaire dans ce qu'on pourrait attendre et entendre et vraiment d'aller là où on ne nous attend pas pour montrer qu'on y est en fait et qu'on le fait bien. Donc je pense que à l'image de l'anecdote que tu racontais Véronique sur ce côté de toute façon ta carrière est foutue, limite ne reviens pas, il y a 2 façons de voir les choses, de se dire ils ont raison, à quoi bon revenir après un an de distance du marché du travail, j'ai peut-être, finalement, je vais peut-être faire autre chose, moins d'ambition, moins portée de projet, ou au contraire se dire, très bien, vous m'attendez pas ici, attention, coucou, en fait, je suis là, et je suis d'autant plus là que je vais même aller plus loin que ce que vous auriez pu penser. Donc, vraiment garder ce conseil de se dire, aller là où on ne nous attend pas. Alors moi, il y a 3 choses qui me viennent en tête en conseil et que je partage parfois avec mes étudiants.
La première, c'est apprendre à se forger une carapace. Ce qu'on m'a dit un jour, tu étais beaucoup trop tendre, là, tu prends tout trop à cœur, tu vas pas y arriver si tu prends tout au premier degré ou si à chaque fois ça te blesse. Donc, cette fameuse carapace qui veut dire que ça veut pas dire qu'on n'a pas d'affect ou qu'on n'est pas... Mais en tout cas... pouvoir avoir cette coquille un peu qui nous protège de tout ce qui pourrait, de toutes les ondes malveillantes qui pourraient arriver vers nous, mais c'est valable autant pour une femme que pour un homme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est se dire que de toute façon, en fait, c'est pas qu'on n'a rien à prouver, mais on fait notre job, on le fait bien, et il n'y a pas de différence homme-femme, quoi. Il n'y a pas de débat. Et la troisième chose que j'ai oubliée... Suivez les 2 premiers conseils, c'est ça. Non, la troisième chose, c'est aussi ce sentiment que je dis parfois à mes étudiants. Quand vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas là pour être aimé, en fait, pas d'affect. En fait, il ne faut jamais oublier que le job reste un job. On peut avoir bien sûr des collègues, on peut très bien s'entendre, mais il ne faut pas attendre plus d'un travail. Un travail, il faut pouvoir prendre aussi sa distance pour dire ok, je fais mon job. En fait, toujours prendre du recul et de la hauteur pour analyser une situation et pas y mettre des sentiments. On n'est pas dans un travail pour être aimé. Ça, il faut le savoir. Et c'est un très, 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 très bon conseil. Est-ce que pour vous, il y a une réelle évolution entre le regard masculin sur les femmes à l'époque de votre... À notre époque. J'allais dire de votre jeunesse, à l'époque de votre parcours et de votre évolution. Et maintenant, est-ce qu'il y a une évolution ou même le regard des femmes sur ce côté féminisme, ce côté c'est possible pour nous aussi d'être l'égal de l'homme? Est-ce qu'il y a plus en fait ce combat qui est mené, qui est dit et qui est montré? Alors moi, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas eu une super évolution, à mon grand désespoir. Ce que je dis parfois aussi à des jeunes étudiantes qui viennent me voir sur divers sujets, je leur dis toujours, et si c'était un homme à votre place, comment il réagirait? Et ça n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire cette posture qu'on a, parce que entre... ma jeunesse, celle de Clémence, la vôtre, il n'y a pas non plus des générations. Enfin, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Donc, on ne fait pas une évolution fondamentale de la société. Il y a les hommes avec un grand H qui ont en eux leur culture, enfin, tout ce auquel on peut être confronté. Et puis, les femmes aussi qui se mettent dans cette posture. Donc, c'est vraiment compliqué parfois de rééquilibrer les choses. Parce que, en fait, pour faire évoluer les choses, il faut que ça vienne des deux côtés. Donc, c'est aussi à nous, les femmes, de dire, mais il n'y a pas de problème, en fait. Donc, ayons cette posture d'égal-égal. Et ne nous pose pas la question de dire, est-ce que je vais faire comme si... Non, en fait, posez-vous la question, si c'était un homme à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Et là, des fois, ça donne beaucoup plus le champ des possibles pour des approches de problèmes professionnels ou de relations entre hommes-femmes au sens large. En fait, aujourd'hui, il ne devrait même plus avoir de question de se dire est-ce que je peux être l'égal de l'homme, parce que dans tous les cas c'est le cas. Il devrait même plus avoir de combat. Exactement, en fait. Il n'y a même pas de sujet. Enfin, il devrait pas être mentalement, on devrait être tous en mode, mais il n'y a pas de sujet. Je vais revenir sur l'angle maternité, qui, alors là, pour le coup, en tout cas dans l'interruption professionnelle, et en tout cas en France, clairement portée par les femmes, même s'il y a des pays du nord de l'Europe qui permettent de plus en plus d'avoir des congés quand on est un homme aussi, alors plutôt après, une fois que l'enfant est là. Mais en tout cas, il y a quand même cette réalité qu'on est absente, ce qui peut créer pour l'employeur à un moment une sorte de crainte de se dire je sais que si j'emploie une femme plutôt qu'un homme, je vais potentiellement être confronté au risque de grossesse et donc d'interruption. Je pense quand même, alors peut-être parce que je suis de nature profondément optimiste, mais j'ai l'impression que ce que je vois, c'est que c'est quand même plus simple aujourd'hui d'assumer ce côté oui, je suis aussi une maman où je peux l'être, et de faire un peu rentrer, de pas cacher des excuses au lieu de dire je rentre pour faire une réunion à la maison très importante. La réalité c'est non, c'est que je vais chercher mes enfants au centre de loisirs et que du coup je suis pas dispo entre 17 et 18, mais par contre je me reconnecterai à 18h et je ferai quand même mon travail. Et assumer ce côté organisation dont tu parlais tout à l'heure, Véronique, de dire potentiellement, si je suis plus amenée à avoir la charge de mes enfants, ça ne veut pas non plus dire que c'est tout le temps le cas, mais d'assumer le fait que, oui, il y a clairement une inégalité dans la répartition. Et du coup, je l'assume. Ça ne veut pas dire que je vais moins faire mon travail ou moins bien. C'est juste que je le ferai différemment, avec un emploi du temps qui sera peut-être
plus atypique. De toute façon, une femme, en général, elle a un rôle social qui est très important et surtout qui est très remise en cause, très jugée, etc. Ça doit être une mère, elle doit être là pour ses enfants. Mais attention, au travail, elle doit quand même être performante. Donc en fait, une femme, elle doit un peu tout faire. Et d'ailleurs, ça va être le sujet d'un autre épisode, c'est cette pression sociale qu'ont les femmes, mais dans tous les cadres de vie, que ça soit professionnel, personnel, amical, etc. Les femmes, elles ont quand même beaucoup de rôles à gérer et c'est pour ça que c'est vrai de mettre en avant ce côté, en fait, oui, effectivement, parfois les rôles, ils peuvent s'inverser ou alors ils peuvent se mélanger et en fait, c'est tout à fait normal et ça fait pas de nous, en fait, des personnes qui sont moins compétentes et je pense aujourd'hui que c'est quand même difficile pour certaines personnes de comprendre et d'avoir ce recul-là. Peut-être parce qu'ils ne vivent pas, en fait, tout simplement. Mais les femmes, elles doivent être belles, elles doivent être présentes pour ses enfants, elles doivent être intelligentes, elles doivent parler, mais pas beaucoup. Elles doivent être intelligentes, mais pas trop. Est-ce que vous vous êtes sentie parfois un peu seule face à ce rôle que la société vous donne en tant que mère, en tant que dirigeante? Moi, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est caprice. J'ai entendu dans mon environnement proche, personnel, que ce soit amical ou familial, de dire... c'est un peu capricieux, en étant maman de 3 enfants, de vouloir faire carrière, en gros. Hein, comme si, de toute façon, c'était construit forcément en opposition. Alors, c'est plutôt, évidemment, des personnes de génération qui ont connu le modèle qui a été un peu classique de l'homme, qui est celui qui travaille plus que la femme, d'une femme qui potentiellement travaille moins, voire peu. Et donc, de se dire, t'en fais un peu qu'à ta tête, de vouloir à la fois être maman de 3 enfants et en plus de vouloir avoir une carrière professionnelle satisfaisante, épanouissante. Ça m'a fait sourire parce que je n'ai pas du tout perçu comme un caprice, mais au contraire comme une nécessité dans mon épanouissement personnel. Et je pense qu'en étant épanouie au travail, on l'est aussi encore plus en tant que maman. Donc en fait, tout ça est très imbriqué. Ça l'était peut-être moins avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et c'est ça peut-être qui est difficile dans le regard des autres à faire comprendre, c'est que c'est pas une histoire de caprice. On a besoin moi en tout cas, pas la prétention de parler pour toutes les femmes, mais pour me sentir bien aussi en tant que maman, j'ai besoin de me sentir bien dans mon métier au quotidien. Et donc tout ça doit pouvoir s'imbriquer plutôt que de devoir choisir. On dit toujours choisir, c'est renoncer. Ben non, en fait, j'ai pas envie de choisir. Les deux sont possibles. Tu disais que c'était important pour toi d'être bien dans ton travail. Est-ce que c'est important pour toi, même vis-à-vis de ta fille, de montrer que même en étant directrice, je peux être comblée autant qu'un homme et lui montrer que tu peux avoir ce pouvoir-là? Alors, c'est très important. Alors, j'ai 2 garçons et une fille. Ouais. Et c'est vrai que c'est important pour moi de leur montrer à tous les 3 qu'on est dans cette dynamique de se dire qu'il faut choisir un métier qu'on aime. Il faut qu'on soit heureux au travail, même si, Véronique, tu le précisais, ça reste un travail. Et donc, l'idée, c'est pas d'y être pour se faire aimer. Mais en tout cas, d'être heureux quand on va travailler, d'y trouver une satisfaction et une stimulation intellectuelle. Ma fille, c'est la petite dernière. Elle est encore petite pour qu'on puisse parler un peu plus franchement des potentielles barrières, mais en tout cas de montrer que pour être une bonne maman, il faut aller bien. Pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et en l'occurrence, pour moi, ça passe aussi par le fait d'être épanouie dans son travail. Et que si j'avais pas cette opportunité de pouvoir travailler comme je l'entends, avec ce besoin d'avoir une équipe, de monter en responsabilité, je serais peut-être plus présente en termes d'horaire, mais moins épanouie et donc une maman un petit peu plus grognon et moins disponible. Donc c'est important de leur faire comprendre à tous les 3 que l'équilibre perso passe vraiment aussi par un épanouissement professionnel. Parfait, je trouve ça super ce que tu dis. Non, c'est vrai parce que tu fais la balance entre en fait la vie pro et la vie perso et qu'en fait la vie pro peut te rendre très heureuse dans ta vie perso et perso peut te rendre très heureuse dans ta vie pro en fait, que tu sois maman ou pas. Exactement. Alors moi, j'ai eu la chance d'être toujours entourée d'hommes au sens large, que ce soit mes boss ou mon mari, qui avaient déjà intégré cette notion du partage des tâches. Je me souviens que mon premier patron, quand il m'embauchait, m'avait dit c'est important que vous soyez une femme épanouie dans votre vie privée pour être une femme épanouie dans votre vie professionnelle. Donc l'approche était entre guillemets un petit peu à l'envers. Et il y tenait d'ailleurs parce que dans toutes les entreprises, il était convaincu que ce soit un homme ou une femme qui n'est pas épanoui dans sa vie privée, ensuite c'est compliqué au niveau du travail, c'est un surinvestissement et ça met des personnes en situation difficile ou
burn-out, etc., etc. Donc déjà, j'étais un peu dans ce cadre-là. Ensuite, je pense que c'est important de toujours renvoyer, que ce soit à nos filles, nos fils, le fait que chacun a le droit de mener sa vie. Et que même quand on est maman ou quand on est papa, la finalité, c'est pas les enfants, c'est bien d'avoir sa propre vie et de renvoyer cette image-là aussi à nos enfants en disant ok, vous êtes là, je vous aime, je vous accompagne, mais ma vie n'est pas dévouée à vous, j'ai aussi ma vie à moi. Donc je sais que parfois mes enfants me disent bah oui, mais t'étais pas toujours là ou t'étais pas à la sortie de l'école. Alors en échange, je leur dis oui, mais vous voyez aujourd'hui que par rapport à un tel ou une telle, vous êtes hyper autonome, vous êtes indépendant, vous savez vous gérer. Alors la réponse c'est oui, c'est un peu facile. Bah oui, c'est facile, mais en tout cas le résultat est là. C'est vrai aussi. Voilà, le résultat est là aussi. Oui, je sais que j'ai pas toujours été présente. Par contre, quand j'étais avec vous, j'ai toujours été à 100%. Et donc le résultat est plutôt à date satisfaisant puisqu'ils sont grands et ils commencent à voler de leurs propres ailes. Et je pense qu'au fil du temps, ils comprendront. En fait, c'est leur donner les outils, leur faire comprendre que chacun doit gérer sa vie. Et même quand on est maman, effectivement, on a le droit de travailler, mais aussi d'avoir des enfants, enfin tout de façon complémentaire. Que tout est possible, même en étant maman et une femme, en fait, finalement. En juste équilibre. Juste équilibre. Je pense que ça va être même le nom de ce podcast, c'est le juste équilibre. C'est beau. Ça y est, on a trouvé un titre. Dernière petite question de ce podcast. Si là, vous aviez l'occasion de parler à l'ensemble des étudiantes de l'INSEE, que ça soit bachelor ou master, si vous aviez un truc à leur dire, un seul truc. Attention, ça va être compliqué. Un seul truc. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Pas un seul mot, hein. Un seul mot. Je sais pas, un conseil ou même juste une phrase inspirante que, par exemple, qui vous a inspiré. Alors, ça va être très bateau, mais ça rejoint l'idée d'aller là où on n'est pas attendu, c'est de croire en soi, vraiment. Je reviens sur cette phrase que j'ai dit tout à l'heure, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est aussi se faire confiance avec ses différences, avec ses envies qui sont peut-être pas dans l'air du temps, avec ses projets qui sont peut-être différents de ce qu'on nous dit qu'il faudrait faire. Et donc, cette notion de croire en soi, elle est essentielle. Alors, c'est très difficile à faire. On a des étudiants qui sont jeunes et qui sont en pleine construction surtout en bachelor. De leur personne, effectivement, de l'adulte qu'ils sont. Tout ça va s'affiner avec les stages, avec l'alternance. Mais vraiment, en tout cas, de croire en soi. Et en soi, avec autant de pluriel qu'il peut y avoir de soi, quoi. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas une ligne de conduite. C'est de croire en soi avec ce qu'on est, nous, même si c'est différent de ce que peut faire le voisin pour faire tout, sauf une pensée vraiment uniformisée et de dire il y a une direction, une seule direction. Il y a vraiment des directions. On te laisse sans voix. Affirmez-vous, relevez la tête, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de vos qualités. Je connais aucun étudiant qui n'ait pas des qualités. Sachez les reconnaître, les identifier et puis tracez votre route. Soyez toujours en mode positif, voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'ailleurs, il paraît que les gens optimistes vivent beaucoup plus vieux que les non-optimistes. Donc... Tu vas vivre très longtemps. Je suis ravie. Voilà. Ma mère m'a toujours dit, quand on veut, on peut. Et d'autant plus quand on est une femme. Parce qu'on peut tout avoir. Il faut juste le vouloir. Et se donner les moyens. Et se donner les moyens, exactement. Malheureusement, ça s'arrête ici. Je vais pleurer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer un peu votre parcours, de nous expliquer votre parcours et surtout de montrer cette image. D'avoir deux directrices en face de moi, j'avais les pétoches. Attention. mais merci beaucoup. Je pense que ça nous a appris énormément de choses, que ce soit au niveau personnel que professionnel. Et je vais écouter vos conseils, et on va tous écouter vos conseils pour persévérer et arriver là où vous en êtes également. Merci Cléa pour cette belle conclusion. Ouais. Nos portes sont toujours ouvertes. Bien sûr, tout à fait. On est là pour nos étudiants. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. À plus tard. Merci, à plus tard.